rebondir via le salariat et les autres formes d'emploi. On va voir qu'il y a des solutions pour les chefs d'entreprise qui sont en rebond pour pouvoir repartir, pas forcément vers l'entrepreneuriat, mais vers d'autres formes d'emploi auxquelles vous ne pensez pas forcément. En tout cas, les invités qui nous ont rejoints sont là pour vous donner quelques informations complémentaires. Alors, j'ai à mes côtés Alexandre Le Texier, qui est entrepreneur et membre de ce... Pardon, vous étiez entrepreneur l'année dernière. On va prendre le micro. Et maintenant, j'ai rejoint Onebank, qui est la banque du groupe Auchan, en qualité de responsable de la conformité pour le périmètre France. Oui. Et je m'amuse comme un petit fou. Alors justement, quel était vraiment votre parcours très très rapidement? Combien de temps l'entreprise et comment on accepte un peu, je dirais, dans la tête de repartir vers le salariat en fait? Alors, avant l'entreprise, il y a eu une vie aussi. Il y a 14 ans en tant que salarié dans un grand groupe bancaire sur des fonctions réglementaires aussi. Oui. Et ensuite 6 ans en qualité d'entrepreneur sur quelque chose de très différent. On mesurait les réactions émotionnelles et attentionnelles des vrais gens qui vivaient une vraie expérience de marque, qu'on transformait en data et on modélisait un certain nombre de choses et on accompagnait des grandes marques dans leur stratégie marketing et publicitaire. Ça a duré 6 ans avec des très très beaux clients. Et puis, vous étiez basé où? Alors, notre siège social était à la Pleine Image à Tourcoing, mais tous nos clients étaient à Paris. Et donc, j'allais beaucoup tous les jours à Paris. En fait. Et on avait quelques bureaux également à Paris. Et puis c'est une question qui me brûle un petit peu. Le fait d'être à Paris, ça n'a pas du tout été un problème en soi par rapport à l'entreprise. Non, au contraire, c'était un facteur de développement. Un facteur de développement. Et la décision, elle a été prise, je sais pas, en bonne intelligence, en concertation avec les associés. On était 4 associés. Et puis parce qu'il y avait une réalité qui était là, qui était celle de la trésorerie de l'entreprise qui nous rattrapait, et on souhaitait nous être honnêtes avec le marché, avec l'écosystème d'autres partenaires marchés avec lesquels on avait construit quelque chose qui était beau jusque-là, et on a préféré arrêter, ne pas être sous perfusion et arrêter l'entreprise au moment où on avait encore une photo qui était belle à prendre. Et voilà, c'est pas si compliqué que ça. Et pas de dette particulière? Si, il y a eu un petit peu, mais plus d'argent à recouvrer auprès d'un partenaire qui n'a pas honoré ses engagements à notre égard que de dettes à honorer à l'égard de nos partenaires marchés. Donc un dossier qui est très propre. Donc alors, ça c'est bon pour la tête. Oui, c'est bon pour la tête, bien sûr, de sortir sans trop de tracas, de perturbations intellectuelles, on va dire. On n'a pas eu cette période de flottement où on est demeuré dans l'hésitation avec une situation qui pourrit. Voilà, pour dire les choses. On a acté les choses, on a pris des décisions claires, on a annoncé à nos créanciers ce qu'on faisait. Et on a présenté le dossier au tribunal. Je me suis occupé personnellement du dossier de liquidation. Et dès lors que les juges que j'ai rencontrés et le liquidateur m'ont indiqué que la gestion était saine, je suis parti avec un point en moins pour ensuite m'occuper de mon propre rebond. Ça a été un passage à l'APEC. Sur un parcours de 3 semaines, j'ai réfléchi avec l'APEC à la façon dont je pouvais redessiner mes projets professionnels. On a validé ça en 3 semaines et puis j'ai activé tout de suite mon premier réseau qui est devenu tout de suite un deuxième réseau, un troisième réseau. Au mois de juillet, j'ai eu l'occasion de voir Nicolas au téléphone, d'ailleurs au bout de quelques semaines. Et puis c'était très bien, super réaction, vraiment. Je dis vraiment sincèrement. Et ensuite, je suis parti en vacances. Oui, parce que ça fait du bien aussi de souffler un grand coup. Et en septembre, j'ai remis les bouchées doubles pour réactiver mon réseau, mais surtout un travail de réseau. Et alors ça s'est fait en combien de temps? Combien de temps ce rebond? En octobre, je travaillais déjà. J'étais en mission. C'était pas un CDI, mais j'avais une mission longue d'intérim auprès de BPI France.
une mission plutôt sympathique. D'accord, donc les clés, pour aller droit au but, les clés, c'est ne pas être dans l'isolement. Ne pas être dans l'isolement. Pas tergiverser sur la décision qu'on a à prendre. Est-ce que je reste pas? Est-ce que j'ai envie de continuer ou pas? D'accord. Travailler son réseau d'ailleurs avant d'être dans la problématique, idéalement. Sinon, mais devenir son propre produit. Hein, savoir se vendre aussi, parce que quand on vendre une entreprise, vendre un produit, etc., et se vendre soi, c'est quand même quelque chose de bien différent. Pas trop parler du passé, parler de ce qu'on a envie de faire, parler de ses réalisations, mais avec des éléments tangibles, des choses qui donnent une assise à ce qu'on a réalisé, à ce qu'on sait faire lorsqu'on a un interlocuteur en face de soi. Quand on a été donc chef d'entreprise, qu'on arrive à un poste de salarié, certainement avec des grandes responsabilités, est-ce qu'il faut faut se laisser un petit peu des choses dans la poche? Est-ce qu'il faut éviter de vouloir peut-être un peu donner son avis, son point de vue, en fait, non. En tout cas, moi, j'ai pas rencontré. Le costume, ça a été tout de suite, et puis vous êtes rentré dedans facilement. Lorsque j'ai réalisé ma mission d'intérim chez BPI France, que je challengeais un petit peu les organisations, pour le peu qu'il y avait à challenger, en toute humilité, ça se passait bien. C'était bien perçu de la part de la hiérarchie. Après, il faut émettre les formes, simplement, et s'appuyer sur des éléments factuels. Quand on donne son avis, faut y mettre les formes. Et chez Onet que j'ai rejoint, le principe c'est de donner la liberté à chacun d'être et d'agir, donc super terrain de jeu, quoi. Donc j'ai pas ce souci-là du tout. Alors je vais laisser la parole à Xavier Charlet. Alors vous, à un âge un tout petit peu différent de celui d'Alexandre, non, mais c'est important aussi de le dire, c'est que bien sûr le rebond, il y a pas d'âge, je dirais, pour rebondir. Donc vous êtes ex-dirigeant d'Oxybul, c'est ça, qui faisait partie du fondateur même d'Oxybul, société d'ID Group. Et aujourd'hui vous êtes comment? Elle est maintenant ID Group, oui. Alors voilà, si on veut refaire le parcours complet. Et donc, vous avez rebondi aussi en tant que consultant aujourd'hui en stratégie opérationnelle. Alors, oui, moi j'ai plutôt un parcours, après avoir fait pas mal d'années comme salarié. De bien tenir le micro là. Voilà. À la fois d'une petite boîte qui est devenue très grande, que tout le monde connaît dans la région, qui s'appelle Decathlon. C'était 300 personnes. J'en suis sorti, il y en avait 10 000. En faisant différents métiers, et puis la crise de la trentaine, mais j'avais toujours dit que je créerais ma boîte. Donc ma boîte, c'était Oxybul, une belle aventure, une belle histoire, puisqu'on parle souvent d'échecs. Bon, pour moi, j'en retire surtout une très belle aventure qui continue, sans moi. L'esprit d'entreprendre reste toujours. Donc j'ai recréé d'autres boîtes. La dernière, c'était dans le digital. Je l'ai arrêté au bon moment pour pas creuser de la dette l'année dernière, et arrivé à un certain âge, j'ai 57 ans, se poser la question de c'est quoi mon horizon professionnel. Donc j'ai plutôt ouvert toutes les portes, tout mon réseau dessus, et progressivement je les ai fermées. Par exemple, tout à l'heure j'entendais la conférence sur le financement des entreprises. Quand on a été entrepreneur, qu'on a créé des dettes, parfois été au tribunal, sur des choses simples, mais une liquidation judiciaire ou même sur un plan de sauvegarde, ça laisse des traces. Les banquiers, malgré ce qu'ils disent, sont très regardants là-dessus. Et puis, de toute façon, j'ai plus envie d'engager des deniers personnels. Donc, en ayant refermé cet ensemble de portes, je suis en train de construire mon activité de consultant. Alors, consultant, c'est une activité qui repose sur une expertise. Donc, moi, elle est très opérationnelle, très dans le management, très dans les business models, plus que dans les business plans. Et c'est du réglage, un peu comme on crée une entreprise. On règle son business model propre par rapport à sa cible, par rapport aux revenus attendus dessus et les moyens qu'il faut savoir engager. Alors j'ai pris aussi quelque chose qui me simplifiait la vie. Moi je fais du portage salarial, même si je savais faire de la comptabilité, monter une structure juridique ou autre. Mais ça a la vertu de me laisser me concentrer sur ma prospection et mes clients. Donc, voilà un petit peu le parcours actuel.
Alors justement, portage salarial, ITG, portage salarial missionné au groupe, Laurent Grand-Guillaume, vous en êtes le directeur du développement. Alors expliquez-nous un petit peu, de votre point de vue, comment vous recrutez, comment ça se passe le portage salarial en fait dans votre structure? D'abord, ce qui est peut-être important de rappeler, c'est qu'il y a 2,8 millions d'indépendants, travailleurs indépendants en France, et que l'on parle moins des situations d'indépendance et d'autonomie, mais qui ne sont pas rattachées forcément à une création d'entreprise et donc de structure, en particulier le portage salarial. Après, il y a d'autres formes d'emploi. Il y a environ 70 000 personnes aujourd'hui qui sont en portage salarial en France. 70 000? Voilà, tout à fait. Ce sont plutôt des consultants, des formateurs, des experts, voilà, qui ont une expertise sur un domaine. Alors, expliquez-nous ce qu'est le portage salarial pour les personnes qui sont là dans la salle et qui ne connaissent peut-être pas ce... Tout à fait. Le portage salarial, c'est un statut hybride entre l'indépendance et le salariat. C'est-à-dire qu'on est salarié d'une entreprise de portage salarial, mais dans le même temps, on va proposer son expertise, ses prestations directement à des entreprises. Et c'est l'entreprise de portage salarial qui va s'occuper de la facturation et de toute la partie administrative en fait, que vous avez normalement à gérer quand vous êtes un entrepreneur. D'accord, donc les clients restent vraiment les clients de la personne en question. C'est l'entreprise de portage qui facture. Mais c'est l'entreprise de portage qui va facturer la prestation. Exactement, et c'est par contre la personne en portage qui va développer son activité, hein, mais avec l'appui de la société de portage, puisque la responsabilité civile professionnelle va être prise en charge par l'entreprise de portage. Les risques sont aussi portés par l'entreprise de portage salarial, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une garantie financière dans l'entreprise de portage qui va permettre de garantir aussi le porté, hein, qui va avoir moins de risques à porter lui-même, justement. Ça, c'est aussi important. La responsabilité civile aussi ? Voilà, la RCP, effectivement, la responsabilité civile professionnelle est prise en charge par l'entreprise de portage dans le cadre des frais qui sont payés par la personne portée sur son chiffre d'affaires, hein, puisqu'il y a une participation, bien sûr, aux frais par les frais de gestion. Et c'est vrai que ça permet de sécuriser les personnes, mais en même temps d'être libre, puisque je vais développer moi-même mon activité, je vais développer mon propre réseau, ma communauté. Alors souvent, les entreprises de portage comme ITG organisent des clubs en région avec les personnes en portage pour pouvoir justement échanger les expertises, les pratiques, mais aussi toutes les questions d'actualité professionnelle. Par exemple, pour des formateurs, en ce moment, il y a une réforme de la formation professionnelle. Comment on partage à la fois ce qui va évoluer, comment on partage des nouvelles pratiques, c'est un exemple que l'on peut donner. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est, je pense, c'est pour des personnes qui recherchent à la fois de la simplicité, mais en même temps de la sécurité. C'est-à-dire avoir accès à des droits, voilà, que peut avoir une personne salariée, c'est-à-dire une protection sociale, un droit à l'assurance chômage, cotiser à la retraite, c'est aussi des sécurités auxquelles il faut penser. Et puis dans le même temps, ne pas avoir à gérer tout le quotidien d'une entreprise en termes de gestion administrative. Ça prend du temps et on peut ainsi consacrer son temps justement au développement et à chercher des clients et aller à la rencontre. Alors un petit point à préciser, Xavier ? Pour le vivre, il y a aussi deux qualités au portage. La première qualité, c'est on n'est plus seul. Quand on est entrepreneur, il faut bien le savoir, on est quand même relativement seul, même si voilà, mais on est moins seul déjà, donc on peut avoir des relations avec le prestataire, enfin l'entreprise de portage. Et la deuxième qualité, c'est qu'on crée un réseau à l'intérieur sur d'autres compétences. Moi, j'ai l'illustration d'une mission dernièrement. Sur un transfert d'activité et où sur la suite à donner, il fallait un accompagnement peut-être plus en coaching humain, parce qu'il y avait une grosse problématique humaine. Et c'est là où, avec un réseau en portage, on peut aller rechercher des compétences qu'on n'a pas soi-même. C'est aussi cette. Alors, je vais passer la parole à votre voisine de gauche, Karine Doucan. Vous êtes vice-présidente du cabinet Robert Half. Alors, vous allez nous expliquer qu'il y a aussi une possibilité d'être en portage salarial, mais vous, c'est plutôt le management de transition. C'est en tout cas une possibilité aussi qui est offerte à des membres d'entreprise, enfin des ex-chefs d'entreprise en rebond, de pouvoir repartir vers une autre piste peut-être plus
différentes en tout cas. Tout à fait. Tout est complémentaire comme dispositif ici. Donc moi, je représente le cabinet Robert Half. C'est un cabinet de recrutement américain spécialisé sur différents types contractuels, la partie CDI, la partie intérim, la partie management de transition. Et on représente l'intégralité des fonctions support de l'entreprise et du comité de direction et bien évidemment de la direction générale. Donc j'ai fondé en fait la division qui s'appelle Robert Half Management Ressources en 2000, donc il y a maintenant 18 ans. Et cette division s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent travailler en mode mission, apporter une expertise dans une entreprise, une expertise opérationnelle comme une expertise managériale, mais également aussi une expertise de coaching. Et puisqu'on est à parler de rebond, après 18 ans, on va dire, d'expérience, d'exemples de missions réussies, difficiles, où nos managers de transition ont apporté leur valeur ajoutée, leur rame, on travaille également beaucoup avec des dirigeants d'entreprises qui ont eu une expérience plus ou moins heureuse avec leur propre entreprise et souhaitent s'essayer en mission avant de retrouver un CDI. Alors, je dirais l'avantage de notre cabinet ou peut-être l'avantage de notre dispositif, même si tout est très complémentaire entre le portage et des sociétés, des cabinets spécialisés que dans le management de transition. Chez Robert Half, on travaille beaucoup en complémentarité d'approche. Et donc, nos candidats viennent à nous faire des missions, enchaîner des missions, apprendre un nouveau métier et rester en mission. Mais s'ils le souhaitent également, vu que juste à quelques cinquantaines de mètres, si ce n'est pas quelques mètres à côté, il y a le département du CDI, ces fameux managers de transition peuvent être présentés à nos services qui vont inévitablement les aider à retrouver un emploi en CDI. Donc, on a une approche de complémentarité vis-à-vis du candidat, vis-à-vis des clients très fort sur le marché. On couvre toute la France. D'accord. Donc là, pour bien comprendre aussi, pour le public, pour bien comprendre comment vous fonctionnez, c'est-à-dire que là, on vous consulte, vous avez tout un vivier, en tout cas, vous allez recruter des personnes qui vont vraiment être spécifiquement adaptées au poste en question. Et alors, on peut être, manager de transition. Tout le temps, ou alors c'est parce que le mot transition est pas forcément on peut être manager de transition le reste de sa carrière. C'est un vrai métier. Il faut aimer transmettre, il faut aimer ne plus être dans une logique de carrière. Généralement, cette logique a été effectuée avant. Il faut aimer rendre service, il faut aimer être élastique, c'est-à-dire être au board le matin et l'après-midi à côté des équipes. Il faut être humble, il faut être pédagogue, il faut aimer se retrouver dans des contextes complexes, puisqu'en fait, nous, on va aussi bien travailler sur des missions relais, c'est-à-dire je remplace un cadre dirigeant qui est lui-même muté à l'étranger ou absent pour une maladie soudaine. Mais on va beaucoup travailler aussi sur des contextes de restructuration positive, c'est-à-dire des lancements d'activités, des restructurations plus complexes, donc des plans sociaux et autres. Et puis également, on a lancé une nouvelle offre qui fonctionne très bien. C'est nos managers de transition qui aiment s'essayer sur du coaching et coacher ces fameux cadres prometteurs en CDI en entreprise. Ces managers de transition viennent en shadow, en nombre, viennent en fait aider ces jeunes promus dans leur nouvelle position à s'installer dans une posture managériale, à prendre le poste et ils ont soit l'expertise du coaching ou alors leur expertise, c'est tout simplement leur expérience. Et donc, du coup, ils effectuent des missions pour que ces jeunes talents puissent bien prendre, on va dire, leur envol. Donc voilà, on a une pluralité d'offres et ça sur l'intégralité. Ils sont salariés de votre cabinet ou salariés de l'entreprise ? Oui, ils sont salariés de notre cabinet. Donc du coup, on est aujourd'hui à peu près 25 consultants chez Robert Half qui font le management de transition, c'est-à-dire qui vont développer des missions auprès de clients. Et donc du coup, on a une approche très forte de coaching, d'accompagnement de ces managers dans l'expérience, le choix professionnel, le pitch, on parlait, savoir se vendre, son employabilité, son branding, donc sa réputation, son e-réputation également. Donc on a un vrai rôle d'accompagnement, on n'est pas là à uniquement placer. Voilà, ça fait 18 ans qu'on fait ce métier, on est reconnu pour ça. Merci beaucoup, Nicolas Eloi, donc cabinet aussi de conseil et de management de transition. En transition, la différence entre les deux, ça existe ça aussi, être manager en transition ou être manager de transition? Oui, ça existe, oui. Stratego est un cabinet de conseil. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Xavier, qui se sentait entrepreneur un peu tout seul. Stratego est né en 2010.
sur une idée assez géniale, je trouve, qui est de créer une communauté de consultants indépendants, accompagnant les entreprises, permettant à chacun de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres expertises et s'échanger des prestations, s'échanger des missions, parce que finalement, j'ai un client qui a une problématique qui ne rentre pas dans mon domaine d'expertise. Donc on a pris l'angle du management de transition sous un angle de conseil et d'accompagnement de nos clients, dirigeants et entreprises. En fait, le management de transition devient une suite logique et naturelle du conseil. Le consultant va émettre des préconisations, le manager de transition va les mettre en œuvre. Alors, il peut lui-même émettre des préconisations, mais en tout cas, il est là dans un rôle extrêmement opérationnel. Merci en tout cas, Alexandre, du témoignage que tu as pu porter. C'est vraiment la démarche de Stratego, finalement, d'être dans une logique de communauté, donc de bienveillance naturelle envers l'ensemble des acteurs. Manager de transition, manager en transition. D'abord, le puriste parlera de transition, c'est pas que du provisoire, c'est du transitoire. L'entreprise se trouve à un point A, je veux la porter à un point B et j'utilise la bonne expertise au bon moment permettant de porter cette entreprise en ce sens. Le manager de transition est quelqu'un dont le métier est de faire des missions de management de transition. Et il fait ce choix-là. C'est son activité, c'est son métier. Alors, il y a des consultants, il y a des managers de transition. Puis le manager en transition, c'est quelqu'un qui est assez ouvert, finalement, à une logique de recrutement en salarié, en CDI potentiel après. Les deux ne s'opposent pas totalement. Le manager de transition, a priori, n'est pas dans une logique de chercher à se faire recruter ensuite. Il n'a pas de futur dans l'entreprise, il est centré sur sa mission et finalement... ça fonctionne en mode projet, enfin, c'est vraiment... voilà, il est concentré sur la valeur ajoutée qu'il apporte à l'entreprise et sur sa mission et non pas dans la gestion de sa carrière. Alors, pour vous, pour vous tous, quelque part, et j'entendais dans la table ronde précédente, le savoir-être est aussi quelque chose de très important. J'accorde beaucoup d'importance. Recruter, pour une entreprise, recruter un manager de transition, c'est une logique de recrutement. Il y a vraiment une logique de recrutement. Et donc, forcément, de savoir-faire. Mais le savoir-faire, on le voit sur le CV. On pose 2-3 questions techniques, ça le fait. Le savoir-être, c'est beaucoup plus compliqué. Et mon rôle en animant cette communauté des acteurs de Stratego, j'ai pas une base de 4500 CV. Ça m'intéresse pas. Il y a un ancrage régional qui est fort. Aujourd'hui, j'ai une base, enfin un vivier, je dis vivier parce qu'on fait vivre cette communauté, enfin j'anime et je fais vivre cette communauté, un vivier de 70-80 personnes, managers de transition, au-delà des 35 consultants. 70-80 personnes, ce sont des gens que je connais tous, que je côtoie régulièrement, dont je connais les valeurs, la culture, et dont je sais que dans cette entreprise-là, au-delà de son expertise, ça ne pourra pas coller. J'y vais pas. Il y a vraiment une logique de savoir-être qui m'importe beaucoup. Votre ancrage est très régional. Vous n'intervenez pas dans d'autres secteurs. Si, ou alors c'est vos clients. Nos donneurs d'ordre sont plutôt ici. Les missions peuvent se dérouler dans le monde entier. J'ai un manager en transition à Budapest en ce moment, par exemple. Voilà. Mais pour un donneur d'ordre régional. En parallèle, dans cette logique de communauté, finalement, où chacun est à même d'apporter à la communauté ce que la communauté pourra rétribuer à chacun, j'ai des consultants ici, qui ont des clients à Paris et qui m'ont apporté un projet parisien. Donc j'ai également 2 managers de transition chez un client à Paris en ce moment. Voilà. On est plutôt dans une logique d'ancrage régional fort avec des donneurs d'ordre régionaux. Est-ce qu'il y aurait 1 ou 2 questions dans la salle à nos invités sur ce rebond via le salariat ou ces autres formes d'emploi qui ne sont pas forcément connues de tous, ce portage salarial, ce management de transition? Question? Personne? Il y a un truc intéressant qu'a dit Alexandre, c'est se regarder devant, se projeter. Ouais. Ce qui est intéressant mais même pour un recruteur, finalement, quelle que soit la nature, que ce soit du CDI, que ce soit de la prestation, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que je propose à mon client, c'est quoi mon offre de service? Tous les boîtes d'outplacement vous diront construisez votre offre de service, mais ce qu'il faut se mettre, faut se mettre à la place de la personne qui va vous recruter. Quel bout de chemin on va faire ensemble et qu'est-ce qu'il va m'apporter? Donc c'est à vous d'être très clair dans votre projet, dans votre offre, quel que soit l'objet de votre futur, que ce soit une recherche de poste salarié, une recherche de mission en management de transition. Soyez très clair sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez aimé faire, sur ce que vous ne voulez plus faire.
Vraiment, enfin, je sais pas si Alexandre, tu partages ce point de vue, mais c'est peut-être ce que je t'ai dit, non? Il y a une dimension réassurance quand on commence à faire le run des entretiens. J'ai eu la chance d'en faire quelques-uns lors de mon rebond. Et systématiquement, j'avais préparé un certain nombre de questions, d'objections, c'était algorithmique, hein, toutes les réponses préparées, mais c'était sincère pour autant, hein, c'était préparé mais sincère. Et c'était juste pour ne pas être pris au dépourvu. Et peut-être. Et systématiquement, j'avais la question, soit au bout de combien de temps vous pensez que vous allez vous ennuyer chez nous, ou soit qu'est-ce qui vous fait revenir au salariat? Est-ce que vous pensez que vous allez pas vous ennuyer chez nous? Donc ça, c'est une question assez déconcertante quand on n'a pas préparé la réponse. Surtout qu'il faut être très authentique et très ferme dans la réponse qu'on a apportée si on veut absolument réassurer son interlocuteur. C'est la posture, en fait. Absolument. Et il faut savoir que en lice, on a d'autres candidats qui n'ont sans doute pas à réassurer. Cette case, elle est déjà cochée pour eux, en interne ou en externe. Donc il faut avoir une réponse vraiment franche, dynamique et qui ne laisse aucun appel. On va laisser juste Oui, ce que je voulais dire, en fait, c'est que, ça a été très bien dit, c'est que quand on est indépendant, on est par nature isolé, qu'il est important d'intégrer des communautés, des collectifs pour pouvoir rebondir, et puis surtout de s'adresser aussi à des acteurs qui vont pouvoir vous accompagner sur de la formation. Parce qu'en fait, on parle de savoir-être, on peut définir une offre à travers une formation, on peut se positionner à travers une formation, communiquer, apprendre à négocier, et en fonction du parcours que l'on a eu, soit si on a été salarié avant ou entrepreneur, on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes aptitudes, et il est intéressant là aussi de se faire accompagner en amont, voilà, pour bien se positionner sur son expertise, bien la proposer, la négocier, et surtout bien se positionner sur le marché. Et pour cela, voilà, nous on le propose, il y en a d'autres bien sûr qui le proposent, mais je crois que c'est important de se renseigner sur les formations qui existent en la matière pour être accompagné, d'autant plus qu'on a des droits quand on est en recherche d'emploi ou quand on est indépendant pour avoir accès à de la formation, et que je crois que c'est important de pouvoir avoir accès à des professionnels pour se faire accompagner, de ne pas penser qu'on est seul dans ce monde, voilà, et que l'on peut s'adresser à d'autres qui ont l'expérience. Karine, donc une dernière précision, et puis après ça malheureusement... Bien sûr. En fait, je voulais revenir sur le savoir-être et donner un petit conseil, puisque la majorité des placements en mission de transition se font réellement sur le savoir-être, parce que les managers de transition sont tous des experts et que les technical skills, en fait, peuvent s'apprendre. Et alors que le savoir-être, c'est très complexe. Et j'ai envie de dire qu'avec tous les acteurs qui y a autour de cette table aujourd'hui, il faut vraiment que vous bâtissiez les rapports fondamentaux avec les consultants qui vous accompagnent, qui sont là vraiment pour vous accompagner sur un projet et pas vous placer, parce que la profession est plus ou moins galvaudée et vous avez donc des gens qui font ça par amour et vocation d'aider ces managers, ces dirigeants, soit à rebondir ou à s'essayer sur des missions. Et donc, de ce fait, il faut les challenger en entretien, ne pas hésiter à leur poser des questions, à leur demander donc des conseils, à faire des jeux de rôle sur la manière dont vous allez pitcher, la manière dont vous allez bâtir votre projet, parce que avant tout, on s'inscrit, comme me disait M. Éloi, à bâtir une communauté dans la durée. Et c'est parce qu'on bâtit cette communauté de managers et d'experts dans la durée qu'inévitablement on arrivera à travailler votre employabilité et vous faire encore grandir, puisqu'on apprend, on va dire, jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est pour moi fondamental de vous demander de nous challenger en entretien et ne pas hésiter. Les rapports de force à ces niveaux-là n'existent plus. Parfait, c'est sur ce mot que nous allons clôturer donc cette table ronde. N'hésitez pas à les rencontrer, le cabinet Stratego, Robert Half, le ITG Nord, et puis de pouvoir bénéficier des apports bien sûr et de l'accompagnement des structures comme Second Souffle qui sont là aussi pour vous accompagner dans cette transition.